troisième épisode de Sport Inc. Et on est rendu à notre sujet capital. Et c'est excitant parce qu'aujourd'hui, on a notre première entrevue, premier invité avec nous. On avait hâte. T'sais, on parlait des invités qu'on voulait inviter. Puis on disait, qu'est-ce qui rendrait ça vraiment intéressant puis qui montrerait aux gens un autre côté, si on veut. Puis donc, Jason est revenu souvent parce que la fiscalité dans les contrats d'athlètes professionnels, je trouve que qu'il y a tellement d'informations qui circulent puis c'est pas clair. Puis avec Lane Hudson aussi, le contrat et tout, il y a tellement de choses que je pense que les gens pensent connaître, mais là, on est là pour démystifier. Puis avec toi, Jason Chevrier, hey, merci d'être avec nous. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous autres d'avoir pensé à moi. Regarde, Sacha m'en parlait, il me textait, il dit « Ah, ça va être de la bombe, je suis trop content, je suis trop content. » Juste mettre des gens en contact. Moi, ça fait peut-être 11 ans, 12 ans que je travaille avec Jason. Je l'ai rencontré dans le temps qui travaillait avec des joueurs de hockey professionnels. Puis quand Laurent a commencé, ben Laurent, on était référé à Jason pour faire tout ce qui était comptabilité, fiscalité, parce que, tu sais, Jason va l'expliquer, mais les athlètes professionnels doivent faire des déclarations d'impôts dans chaque État où est-ce qu'ils jouent. Il y a tout le côté fiscalité de résidents canadiens versus résidents américains. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont spécialisés là-dedans. Et donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est important de venir parler de juste c'est quoi la situation de la fiscalité, tu sais, au Canada pour les athlètes versus aux États-Unis. Puis, je sais pas, Jen, as-tu une question que tu veux lancer? Ben, j'allais dire, on commence par quoi? Parce que j'ai tellement de questions. Moi, je suis comme un peu à l'école présentement. Là. Je vais te poser des questions pour en savoir plus sur plein de sujets. Et peut-être ma première question, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans le podcast. C'est le débat sur les impôts. On parlait que, exemple, les Panthers de la Floride, il y avait moins d'impôts et que le Canada, Montréal, c'était une des pires places par rapport à ça dans la LNH. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Si c'est vrai, si c'est faux, pourquoi? Une grosse question. Oui, en fait, je commencerai par la base. Je pense que, par la base, effectivement, le Canada est perçu comme un endroit qui a un taux d'impôt personnel plus élevé qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, si on regarde un joueur en Floride, normalement, puis il y a une panoplie de sites web là, qu'on rentre le salaire, puis on est capable de voir c'est quoi l'impôt qu'on a à payer en Floride. Puis, généralement, disons, sur un 5 millions, moi, je m'attendrais à ce qu'un joueur en Floride paye environ du 40 40 c'est-à-dire que ce joueur-là va payer 36 en moyenne. Le taux d'impôt le plus élevé est à 37 au fédéral américain, 36 fédéral. Ce que les gens oublient toujours de calculer quand ils font ces comparables-là. Puis, je dis ça dans un sens que le Canada, c'est mieux, mais ce qu'ils oublient de calculer quand ils regardent l'impôt américain, c'est que la sécurité sociale aux États-Unis est beaucoup plus chère qu'au Canada. Juste sur un contrat de 5 millions, c'est 2,45 %. Fait que quand on va regarder les contrats, les sites de comparaison, ça va toujours être 36 % d'impôt, mais personne ne prend en considération le 2,45 %. Et un joueur qui va jouer, par exemple, à Tampa, va être apporté à aller jouer un match en Californie. Donc, il va avoir une allocation de revenus qui va être faite en Californie, il va payer de l'impôt dans l'État de la Californie. La même chose pour un match au Colorado. OK, donc dans chaque match, tu vas devoir payer de l'impôt. Exact. Un joueur du Canadien qui est résident canadien, paye de l'impôt au taux canadien, va récupérer cet impôt-là pour les matchs en Californie sous forme de crédit d'impôt étranger. Mais le joueur qui est à Tampa, lui, dont l'État de la Floride ne l'impose pas, il n'ira pas donner un crédit pour l'impôt qui a été payé en Californie. C'est pour ça que les sites, on regarde Tampa, 36 %. Pour moi, il y a un 2,45 % qui manque là-dedans. Et il y a aussi une allocation qui doit être faite. Il y a une perte qui est faite pour les matchs joués à l'étranger. Est-ce que c'est 1 %? Est-ce que c'est 2 %? C'est pourquoi, quand je parle avec un joueur, j'utilise souvent un 40 % là, en Floride. Dans n'importe quelle des 6 équipes aux États-Unis, Floride, Tampa, Dallas, Texas, Nashville, Vegas, Seattle, qui n'a pas d'impôt. Je budgète un 40 % généralement, versus un joueur qui va rentrer dans la même machine au Canada va sortir à 52,95 %. Donc, est-ce que c'est plus favorable de jouer aux États-Unis? Je pense que si on veut absolument rien mettre en place, effectivement, ça peut être plus intéressant de jouer aux États-Unis. Par contre, il y a des outils au Canada qui sont des fois bien utilisés, des fois moins bien utilisés, qui, selon moi, quand on les met en place, peuvent nous ramener sur le dance floor des équipes de la Floride. Fait que, juste pour faire du pouce là-dessus, fait que, si on prend les États les moins imposés ou qui ont le moins haut taux d'imposition, on parle d'une différence d'à peu près 13 %. C'est ce que tu me dis. C'est 40 % versus 52,95 je pense. Exact. Donc, 13. Dans les États les plus imposés aux États-Unis,
la différence, ça serait de quoi? Y en a-tu une? On regarde la Californie, qui va être les 3 équipes, le San Jose, Anaheim et LA. Ces équipes-là, on le rentre dans le simulateur, puis ils vont sortir à du 52, 53, parce qu'encore là, personne ne considère les charges sociales très élevées. Pour moi, les équipes en Californie, qui n'ont pas vraiment de stratégie, on parle de convention de retraite, bon, on va parler de bonus à la signature, mais les équipes en Californie, on ne peut pas installer une convention de retraite en Californie. OK. Donc, ils n'ont pas cette flexibilité-là. C'est pas permis. En fait, une convention de retraite, ça existe au Canada. Donc, ça prend un employeur canadien pour mettre en place une convention de retraite. Puis tu disais au Canada qu'on a des outils pour mieux être sur le dance floor. C'est quoi ces outils-là? Bien, je pense notamment au bonus à la signature et à la convention de retraite. On pourra en discuter plus longuement si vous voulez. Mais pour moi, c'est les deux outils qui me viennent en tête. Moi, c'est ça. Fait que juste parce que je trouve ça intéressant. Donc, on n'arrête pas de la Floride, l'impôt. Mais là, on parle d'une différence d'à peu près, on arrondit 13%. Mais là, on parle d'outils. J'aimerais ça qu'on parle de la convention de retraite. Parce que c'est quelque chose que moi, tu m'en parles, Jace, des fois, et je comprends, mais pas toujours super bien. Puis là, tu vois, une nuance, je pensais que c'était quelque chose que tout le monde pouvait mettre en place, mais non, juste les employeurs canadiens peuvent mettre en place. Donc, les équipes canadiennes incorporées dans des compagnies canadiennes, dans le fond, là, dans le sens que, je sais même pas si ça serait possible, mais si c'est une incorporation américaine qui exploitait une équipe au Canada, peut-être que ça marcherait pas, tu sais. Fait qu'il y a comme... Ça prend un employeur canadien. Prend un employeur canadien. Donc, peux-tu nous expliquer convention de retraite, puis peut-être expliquer comment les joueurs, mettons du Canadien ou autre, puis je sais que tu as des clients là-dedans, tu peux peut-être pas en parler, mais comment ça marche concrètement? Bien, en fait, les conventions de retraite, on en parle, tu sais, dans les médias, on en entend beaucoup parler à cause des athlètes professionnels. Mais les conventions de retraite, ça existe depuis 1986. Donc, il y a eu une réforme des fonds de pension au Canada et c'est à ce moment-là, 1986, que les conventions de retraite sont rentrées dans le décor. Elles sont utilisées par les médecins, les professionnels, les entrepreneurs qui vont être capables de mettre de l'argent dans cette convention-là afin de je ne veux pas dire de payer de l'impôt, oui, de payer de l'impôt plus tard. Donc, la convention, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a une portion de ton salaire qui doit être un montant raisonnable. Donc, encore là, il faut faire attention quand on dit convention de retraite, wow, c'est magique. Non, ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est pas bon pour tout le monde. Il y a des downsides à avoir une convention de retraite. Il y a un mécanisme à comprendre. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas un copier-coller pour tout le monde. Mais la convention de retraite, il y a un montant de notre salaire qu'on va être permis, un montant raisonnable qui sera permis de mettre dans une fiducie de convention de retraite qui, la façon que ça fonctionne, puis revenons à un exemple, un contrat de 5 millions. Parce qu'on va revenir aux joueurs de hockey. Un joueur de hockey qui va faire 5 millions, qui va décider de mettre une convention de retraite, va déterminer un pourcentage qui est raisonnable d'envoyer dans la convention de retraite. C'est quoi un montant raisonnable? Le montant raisonnable, avec mes clients, quand on le met en place, on engage un actuaire. Donc, on a un actuaire qui va nous sortir une évaluation actuarielle, qui va venir dire, bien, on a un jeune de 22 ans qui va faire beaucoup d'argent à court terme, mais qui, avant d'arriver à sa retraite à 65 ans, va aussi avoir un énorme gap entre le moment qu'il peut générer de l'argent et le moment qu'il va prendre la retraite. Donc, règle générale, il y a un... Je ne dis pas que le résultat, c'est toujours le même cas, mais on illustre à 50 % quand on le présente. Donc, on dit qu'un joueur va pouvoir envoyer 50 % de son contrat dans une convention de retraite. Ce 50 %-là, encore une fois, provient d'une évaluation actuarielle, doit être un montant raisonnable. Donc, raisonnable, ce n'est pas défini dans la loi de l'impôt. C'est pour ça qu'on engage un actuaire pour venir nous dire c'est quoi un montant raisonnable. 50 % de 5 millions, 2,5 s'en va dans la convention de retraite. Une fois que ça frappe la convention de retraite, le montant est réparti en deux. Il y a la moitié de ce montant-là qui s'en va au gouvernement en avance d'impôt. Donc, ce n'est pas un paiement d'impôt, c'est un avance d'impôt. En anglais, c'est le Refundable Tax Account. Donc, c'est un montant qu'on va être capable de se faire rembourser partiellement au moment du décaissement de la convention de retraite. Donc, il y a de l'argent qui est au gouvernement en avance d'impôt. Et il y a l'autre moitié. Donc, on a envoyé 2,5 dans la convention de retraite, on a envoyé 1,25 au gouvernement. On a 1,25 qui va être disponible pour investissement. Donc, la convention de retraite, ce n'est pas de l'argent qui est disponible pour faire l'épicerie. Ce n'est pas de l'argent qui est disponible pour acheter une maison. C'est de l'argent qui peut être investi dans le marché boursier, mais qui doit être conservé à l'intérieur de la convention de retraite. Donc, quand un joueur va mettre une convention de retraite, ce que je vais recommander, c'est beau faire 5 millions de revenus, mais il faut s'assurer que le 2,5 qu'on reçoit en salaire nous permette de vivre notre vie aussi. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais avec 2,5, on en a amplement.
Et j'en conviens. Mais quand on le met en place, avant de dire je mets 50% là-dedans, il faut s'assurer que je sois capable, avec le 2,5 qu'il me reste en salaire, sur lequel je vais payer un 53% d'impôt, qu'il m'en reste suffisamment pour payer mon agent, acheter ma maison, envoyer mes enfants à l'école, prendre mes vacances. Donc, il faut s'assurer qu'il en reste assez. Donc, OK, on prend l'exemple du 5 millions. Non, mais tu sais, j'adore ça, on prend l'exemple du 5 millions. Mettons qu'on prend un taux d'impôt de 53%. OK? Fait que ça donnerait à peu près 2,65 millions qui part en impôts. OK? Il te reste 2,35 en termes pour arriver aux 5 millions. Ta convention de retraite, c'est que tu prends l'argent du 2,35 pour la placer ou tu comprends-tu ma question? Dans le sens, ta convention de retraite, quand ton exemple tantôt, tu disais on prend la moitié pour les avances d'impôts, moitié. Tu le prends à même le montant que tu reçois net? En fait, le 5 millions, on l'envoie en deux. Donc, 2,5 qui s'en va dans ton salaire, sur lequel tu vas payer ton impôt, 2,5 qui s'en va dans la convention de retraite. Et avant même de rentrer dans la convention de retraite, l'employeur qui fait les paiements de convention de retraite envoie 1,25 à l'impôt dans le Refundable Tax Account. Donc, au fin de l'illustration, on dit qu'il frappe la convention de retraite, mais ne le frappe pas. Donc, l'employeur, directement, du 2,5 qui s'en va à la convention de retraite, envoie la moitié, donc 1,25 au gouvernement, et j'ai 1,25 qui s'en va chez mon gestionnaire de portefeuille. Mais juste, où est-ce que je veux être sûr de comprendre? Mettons, quand tu reçois, le joueur reçoit son chèque, son salaire là, aux 2 semaines, ses déductions à la source vont enlever 53%. Tu sais, dans le sens, l'argent qu'il reçoit va être après impôt, parce qu'il y a les revenus à la source. Les retenus à la source normales vont être applicables sur le 2,5 qui est versé en salaire. L'autre 2,5 qui est versé en fiducie de convention de retraite. Ah, je comprends. Parce que dans le fond, le 2,5, tu dis à l'équipe, hey, tu me payes 5 millions, mais paye-moi 2,5 en salaire, puis moi le 2,5 dans la convention de retraite. Mais donc, il y a un addendum qui est fait au contrat du joueur. Je comprends. OK, je pars de loin, là. Mais là, tu dis, est-ce que les joueurs sont payés aux 2 semaines? Comment ça fonctionne, un joueur professionnel? Tu reçois un salaire aux 2 semaines? Dans la NFL, ils sont payés sur 34 semaines. Dans OK. le hockey, je ne pourrais pas te dire. Les joueurs vont être payés pendant la saison. C'est ça. Donc, la Ligue va sortir les calendriers. Ils vont être payés généralement le 15 octobre, le 30 octobre, le 15 novembre, le 30 novembre, jusqu'au fin 30 avril. Donc, je pense qu'il y a 14 ou 16 payes qu'il y a dans la saison, mais ils ne seront pas payés pour les séries éliminatoires, pendant les séries éliminatoires, puis ils ne seront pas payés non plus pendant l'été et pendant les camps d'entraînement. D'accord. Fait que, je comprends. Fait que c'est une entente avec l'équipe de dire le 5 millions que tu es supposé me verser, on va le verser différemment. Donc, une portion va aller en convention de retraite et une autre va aller en salaire réel versé à moi. Exact. Donc, OK, vas-y. De là qu'une convention de retraite, les parties prenantes sont effectivement l'employé, le joueur. On a aussi un fiduciaire, donc on doit nommer quelqu'un qui sera le fiduciaire de la convention de retraite, mais également l'employeur. Donc, il y a des employeurs au Canada qui n'acceptent pas de mettre en place ces conventions de retraite, parce qu'ils ne veulent pas gérer le fardeau qui vient, donc les obligations fiscales qui viennent avec la convention de retraite. Donc, il y a souvent, exemple, peut-être dans des PME, puis il y a des entrepreneurs qui vont mettre en place des conventions de retraite, mais il y a des PME ou même des entreprises qui ne voudront pas les mettre en place, ils ne veulent pas gérer la conformité qui vient avec ça. Et concrètement, on passe de quel pourcent? Mettons, on parlait de 52 point quelques %, 53 on va arrondir. Ça devient comment? Bien, en fait, on doit mettre des hypothèses. Parce que une convention de retraite, on va seulement pouvoir toucher qu'est-ce qu'il y a dans la convention de retraite au moment de la retraite. Et la retraite, dans un contexte de convention de retraite, c'est au moment d'un changement d'équipe. Oh! Donc, je ne peux pas mettre une convention de retraite puis commencer à piger dans le compte de convention de retraite tant que je suis à l'emploi de mon employeur actuel. Donc, quand je vais être échangé, quand que je vais être joueur autonome, que je vais aller ailleurs, ou quand que je vais prendre ma retraite en bonne et due forme, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir décaisser l'argent. Au décaissement de la convention de retraite, c'est là qu'il aura lieu l'imposition. Et là, la question que je dois me poser, c'est, est-ce que j'habite encore au Québec? Si oui, je vais devoir payer de l'impôt sur mon décaissement. Si j'habite à l'étranger, quel est le taux d'impôt applicable sur un fonds de pension pour un non-résident? C'est là que ça devient intéressant parce que le taux d'impôt payable sur un fonds de pension par un non-résident, c'est 25 %. Même titre que vous décaissez votre REER une fois que vous êtes non-résident canadien, vous avez peut-être eu une économie de 53 % pendant que vous travaillez, mais vous allez payer 25 % sur le décaissement. La convention de retraite, ça fait partie d'un fonds de pension, donc 25 % si on le décaisse lorsqu'on est non-résident. Donc, on prend Alain Hudson, pas le nommer. Comme il est américain, et que lui, s'il assume que
après sa carrière, dans les hypothèses, il va retourner vivre aux États-Unis. Uh-huh. Lorsqu'il va décaisser l'argent de la convention de retraite, il va être imposé à 25% le décaissement. Exact. En posant l'hypothèse qu'il est non-résident canadien au décaissement. Exact. Donc, c'est vraiment ton statut de résident au moment du décaissement. Exact. Bonnie, vas-y. Non, mais j'allais dire, fait que pour un joueur local, québécois ou canadien, là, peu importe, qui fait une convention de retraite, mais qui va habiter au Québec ou au Canada après sa carrière, y a-t-il une économie? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, on revient de François Legault qui aplatissait là, dans le temps de la COVID. Si je suis capable de mettre de l'argent dans ma convention de retraite, puis sur lequel j'aurais payé 53 puis je suis capable de le décaisser puis de l'aplatir, bien, mon taux d'impôt, si je décaisse 100 000 par année ma convention de retraite, ne sera pas à 53 va être plus bas que... Est-ce que ça va être du 40, du 42, 43? Fait qu'admettons, si je résume un peu grossièrement, Vas-y. si quelqu'un n'est pas intéressé par épargner, tu un joueur là, qui dit, moi, là, moi, le dépenser mon argent, je veux vivre la grosse vie, t'es peut-être mieux d'aller en Floride où ce que tu vas sauver là, sur le 500, tu sais, le 5 millions, tu vas sauver 12% d'impôts, c'est à peu près quoi? Entre 5 et 600 000 $ par année de plus dans tes poches. Mais dans quelqu'un qui utilise ça comme mécanisme de juste accumuler des fonds puis avoir de l'argent, puis surtout quand on parle des contrats comme Hudson et tout, la convention de retraite, c'est un énorme avantage qu'on a au Canada par rapport aux États-Unis. Exact. Je pense que oui. Vas-y. Mais au-delà de l'impôt, puis tu l'as mentionné, si le joueur veut aller en Floride parce qu'il veut dépenser son 5 millions pour vivre au complet, pour moi, c'est une alerte que moi, ce joueur-là devrait avoir une convention de retraite. Oui. La convention de retraite, en plus de l'impôt, ce qu'elle fait, c'est elle offre une protection. Tu as un fonds de pension, c'est ça. On se fait faillite, ton fonds de pension, et tu le conserves. Elle te force à épargner. Que si tes parents veulent prendre des hypothèques sur ta maison, on a déjà vu des histoires dans le passé, ils peuvent pas la prendre sur la convention de retraite. Donc, pour moi, ça, en plus... Encore plus important que l'impôt, quand on sait le nombre d'athlètes professionnels qui vont faire faillite après Pour moi, la convention de retraite, c'est une protection, c'est un mécanisme d'épargne. Et à la base, une convention de retraite, c'est pas pour épargner de l'impôt. C'est un fonds de pension pour m'aider à ma retraite. Donc, tant mieux si un joueur est capable de le décaisser à l'étranger, mais une convention de retraite, pour moi, c'est pas seulement au niveau de l'impôt, c'est vraiment un mécanisme d'épargne qui me protège de moi-même, qui me protège des autres aussi. Là. Est-ce qu'il y a une différence pour des joueurs qui ont une famille, qui ont déjà des enfants? Est-ce que ça change de quoi? En fait, c'est plus au niveau du statut de résidence que ça va changer. Okay. Donc, évidemment, certains pourraient penser qu'un joueur va venir jouer à Montréal, va être non-résident, donc va seulement payer de l'impôt au Canada sur les revenus gagnés au Canada. Puis, évidemment, dans certains cas, ça pourrait s'appliquer. Par contre, une fois que tu as des enfants, que tu amènes tes enfants à l'école ici, ta vie se déplace vraiment au Québec. Donc, on perd un peu cette flexibilité-là. Okay. Dans de rares cas, de dire qu'on est non-résident canadien en évoluant pour un club canadien, je trouve que ça donne un petit peu moins de flexibilité. Exact. Donc, ça peut changer la donne, peut-être. Exact. Oui. OK. Bonnie à la signature, parlons de ça. Oui. Ça, on en a parlé souvent avec Jason, puis... Juste, excuse-moi. Vas-y, je le sais. Non, mais je vois des étoiles dans tes yeux. Là. Donc, est-ce que, juste une question, dernière question à passer au bonus de signature. Avec la convention de retraite, trouves-tu, de ton opinion professionnelle, que c'est même plus avantageux signer au Canada avec une convention de retraite que c'est même de signer en Floride? Je pense au niveau que de l'impôt? C'est pas loin. C'est pas loin. Est-ce que c'est plus avantageux à voir? Mais c'est vraiment pas loin. Puis je pense que c'est un véhicule qui doit être connu, qui doit être bien utilisé par contre, parce qu'encore là, c'est pas un copier-coller pour tout le monde. C'est pas vrai que c'est applicable à tout le monde. Il y a des raisons de le mettre en place, mais je pense que ça doit être connu. Puis tant mieux, même dans la population générale, s'il y a des gens qui peuvent le mettre en place, parce que même si on prend notre retraite au Québec, ça n'a pas été instauré en 86 pour les gens qui quittaient. Ça a été instauré pour les gens qui demeuraient au Canada. Puis bonne signature. Oui, mais j'en reviens pas. C'est tellement intéressant, Jason. Merci d'être avec nous autres, là, parce que tu expliques plein d'affaires. Ça explique beaucoup de choses. On parlait des Blue Jays tantôt, mais c'est pas juste au hockey. Quand tu regardes, admettons, les Blue Jays de Toronto, c'est un avantage énorme aussi pour les joueurs, parce que c'est beaucoup de joueurs américains pour le baseball, ou même de l'Amérique latine, ou peu importe. Comme quand tu regardes un Vladimir, là, je spécule, mais un gars comme Vladimir Guerrero, qui signe pour 14 ans, 500 millions, mais de mettre en place une convention de retraite, ça peut tellement être avantageux
pour lui au niveau tu sais, de l'impôt, surtout que si lui retourne vivre en Amérique latine ou aux États-Unis, ben, en tout cas, moi, je trouve ça... Merci, parce que ça clarifie beaucoup de choses. Exact. Là. Donc, allons-y avec... Ben, les bonus signature. Oui. Juste, je sais que, tu sais, j'aurais juste voulu t'entendre. Moi, j'ai toujours compris que les bonus signature étaient peut-être moins imposés pour un résident américain qui vient jouer au Canada. Vrai, pas vrai? En fait, tout le monde utilise le bonus à la signature, et puis là, je ne veux pas jouer sur les mots, Ouais. là, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent de ça, puis on a des cas, il y a des cas qui sont en cours. Présentement, Ouais. on a vu il y a eu Tavares, John Tavares, il y a eu beaucoup de publicité Ouais. là-dessus. On a Jake Muzzin qui a Ouais. suivi, on a Patrick Marleau qui a Ouais. suivi. Les gens utilisent le bonus à la signature, puis ils disent un bonus à la signature, c'est imposable à 15% en vertu de la convention fiscale. Mais la convention fiscale, quand on la lit, c'est un encouragement pour signer un contrat dans le but de rendre des services d'un athlète. Mhm. C'est ce qui est taxable à 15%. Dans ce que je viens de dire, je n'ai pas utilisé le mot bonus à la signature. Je pense qu'il y a des raccourcis qui ont été pris parce que la convention collective des joueurs de la Ligue nationale permet les bonus à la signature. Donc, on a assimilé beaucoup bonus à la signature à encouragement pour signer un contrat. OK. Je pense qu'il y a des raccourcis qui ont été pris. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle le gouvernement a challengé Ouais. la position. Est-ce que je suis d'accord ou pas? À voir. À voir. Puis, ce qui m'intéresse... Tu sais, la convention de retraite... Pardon, la convention de retraite. Les bonus à la signature, d'où est-ce que ça vient? Puis, en 1980, c'est la première fois que dans la convention fiscale Canada-États-Unis, on a eu les bonus à la signature. Pas les bonus à la signature, l'article qui traite des athlètes professionnels a fait son apparition, la convention fiscale, 1980. 1981, au Canada, si vous lisez le budget, ce que vous allez voir, c'est que les taux d'intérêt étaient plus élevés, les riches avaient des échappatoires, mais à cette époque-là, les bonnies qui étaient payés à un non-résident, on n'est pas dans le monde du sport, les bonnies qui étaient payés à des non-résidents étaient non imposables au Canada. Puis en 1981, l'article 115 de la loi a été modifié. Donc là, si on n'a pas trop de gens qui dorment, a été modifié. Puis pour que les bonnies qui étaient payés à des non-résidents deviennent imposables au Canada quand même. Je ne sais pas ce qui est arrivé entre 1981 et puis 1983, mais en 1983, il y a eu une modification qui a été faite à la Convention fiscale de 80. Et c'est seulement en 1983, je crois qu'il y a eu la pression pour attirer les athlètes professionnels de haut niveau au Canada. C'est seulement en 1983, dans un protocole, donc une modification à la Convention de 80, que les bonus à la signature, les inducements to sign a contract, ont vu leur apparition, afin de permettre les joueurs qui ont un inducement to sign a contract d'être taxés à 15% dans le pays duquel ils sont non-résidents. Donc, exemple, les Blue Jays qui vont signer un bonus à un résident américain. Donc, je serais... petite parenthèse. Là, je me suis c'est bien. sur une parenthèse, mais moi, je veux c'est de là savoir, que ça vient. Jason, moi, je veux savoir, parce que là, je t'écoute, c'est super intéressant, mais les athlètes, mettons, là, que tu représentes, là, c'est-tu simple leur expliquer tout ça? Est-ce que c'est compliqué de donner toutes les informations? En fait, non. C'est Non? de prendre le temps de le faire avec eux, de leur expliquer comment que ça fonctionne. J'aime bien, là, les gars sont habitués sur des X sur un tableau. J'aime bien avoir un whiteboard puis dessiner là-dessus. leur OK, faire c'est visuel ton affaire. Puis ça m'aide moi aussi. Je suis quelqu'un de très visuel. Je pense que les joueurs le sont aussi. Fait que pour moi, on fait beaucoup de whiteboard puis on essaie de simplifier les concepts. Des petits bonhommes puis tout. Oui, exact. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Faut garder ça simple. C'est c'est complexe, mais en fin de compte, pour les athlètes, c'est dans le scénario A qu'on met que j'ai dans mes poches, scénario B qu'on met que j'ai dans mes poches. Surtout quand vient le temps de choisir une équipe ou de signer une extension, ou quand tu es agent libre. J'ai déjà travaillé avec Jason sur des dossiers où il nous faisait des simulations de comme telle ville c'est tant, telle ville c'est tant, puis les comparables. Mais moi, je trouve ça... Je pense que ça vient démystifier beaucoup de choses. Ben oui. Puis ça vient comprendre que, oui, il y a bonus à la signature, puis c'est super, mais moi, là, ce que je retiens, convention de retraite, c'est unique au Canada. C'est tout. Oui, et oui. on n'en parle pas alors qu'on devrait en parler davantage. On connaît absolument rien. Et je mets là-dedans. l'accent sur le fait que dans un monde où est-ce que les athlètes reçoivent beaucoup d'argent à court terme, ont besoin de se protéger d'eux-mêmes, besoin de se protéger des autres, je pense que la convention de retraite, c'est ce qu'elle vient accomplir. 100%. Ben, merci pour Merci, toutes Jason. ces infos. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz Vas-y. de fin de show? Yes. OK.
Ben, je dis oui. C'est encore drôle, là. Ben là, t'es toujours... En plus, tu vas avoir Jason avec toi pour Ouais, t'aider. c'est bon. OK? Je vais trouver mes questions premièrement. OK. Donc, on parlait de Lane Hudson. Contrat de 8 ans, 70,8 millions de dollars américains. 17e rang des défenseurs les mieux payés de la LNH selon Spot-Track. Qui est le défenseur au premier rang de ce classement? Kel McCarr? Non. Non, hein? Non. C'est combien le montant, disons, au premier rang? C'est 11 500 000. Quinn Hughes? Non. Non. C'est il va être à Eric Carlson. Ah, ben oui. Après ça, c'est Rasmus Dahlin et Drew Doughty. OK. 11 millions pour les deux autres. OK. Baseball. Hein? Combien coûtait en moyenne un billet pour aller voir le match numéro 7 des Blue Jays contre les Mariners? Match numéro 7. 1005. Non! Moins que ça? C'était vraiment pas si pire que ça. 342 ben là, voyons donc. sur Ticketmaster, mettons level 500. Mais si tu vas sur StubHub, mettons, ça pouvait monter jusqu'à combien selon vous? Jusqu'à combien? Ouais, 10 000. 12 000. Oh, wow. T'es pas loin. T'es vraiment pas loin. OK. WNBA, on parlait de basketball. Qui est la joueuse la mieux payée de la WNBA en 2025? Je vous donne un indice à jouer pour les Aces de Las Vegas. Ionescu? Jackie Young, Ah, OK. avec un salaire annuel de 252 450. Ça fait combien après impôt? Je sais pas. Peux-tu me répondre? C'est ça, tu sais. OK. Qui est le pilote F1 le mieux payé cette année? Verstappen? Ouais. Ouais. Deuxième? Hamilton. Oui, exact. Combien environ pour Verstappen? Hey, c'est une bonne question. Je connais pas les... Je vais dire je sais pas, je dis vraiment n'importe quoi, là. Vas-y. 15 millions. Vraiment plus. C'est ça, je sais pas Vraiment combien t'es plus. payé dans... 65 millions de OK, dollars. j'étais vraiment dans le champ. Et pour Lewis Hamilton, c'est 60 millions. Wow. Wow. Ça fait du sens. C'est quand même que tu restes à vie à chaque fois, là. Comme, chaque fois que tu vas travailler, tu peux mourir. Mais il y en a que des pilotes, des jeunes pilotes recrues, là, c'est moins de 1 million Ouais, par c'est saison. ça, c'est- Donc, ça change complètement. OK, dernière question, puis ça va avec toi, Jason. Une chance que tu es là, d'accord? Félix Auger-Aliassime a remporté le tournoi de Bruxelles récemment. Il a gagné 107 000 €. Leila Fernandez, elle a gagné le tournoi d'Osaka au Japon, 36 000 américains. Est-ce vrai qu'au tennis, les athlètes sont imposés dans chaque pays où ils remportent des bourses? Oui. Techniquement. C'est un peu le même concept que les États aux États-Unis. Exactement. Ouais, ouais. Puis après ça, c'est dans leur lieu de résidence. Exact. Ça fonctionne. Oui, exact. Même titre que nos joueurs de hockey qui vont jouer un match à, exemple, New York, il va y avoir de l'impôt. Économiquement, il y a une activité qui a été générée à titre de non-résident quelque part, donc va être imposable. En premier lieu, bon, il y a des conventions fiscales qui sont en place pour est-ce que c'est imposable ou pas, mais premier lieu, où est-ce que c'est gagné? Et deuxièmement, ben, dans mon pays de résidence, puis mon pays de résidence va m'accorder un crédit pour ce que j'aurais payé à l'étranger. Bon. Hein, vous avez été très, très bon pour ce quiz. Jason, il va falloir que tu reviennes à chaque fois. Ouais, chaque fois qu'on a un contrat, Jason vient nous expliquer la fiscalité. Et la dernière question, c'est est-ce que vous allez vous acheter des billets pour la série mondiale de baseball? J'aimerais ça dire oui, mais T'aimerais ça? vie familiale oblige que non. Avec je voulais goûter à la maison, à la cage au sport. À la cage, on dit plus la cage au sport. À la cage avec la petite famille. Oui, hein? Puis toi, Ouais. je pense que ta femme aussi, elle aime ça, le baseball. Puis ce matin, elle m'a dit, tu penses que ça coûte combien les billets? Ouais. J'ai dit, oublie ça. Ben, Ouais. merci beaucoup. Merci. Ouais, merci À vous. Jace, merci Jen. Ben, Merci et à tout le monde qui je nous voulais écoute. vous dire aussi, on ne l'a pas dit, mais si vous avez des commentaires là, sur notre épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Puis nous, on vous lit. Ouais, à chaque fois, absolument. Merci tout le monde, merci Jen. Bye. Merci, Jace. Bye.